Ce que vous allez regarder dans quelques secondes, c'est une partie de contenu disponible pour les investisseurs insiders. Si vous voulez savoir comment fonctionne pour devenir un insider, vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Mes amis investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser les sujets des smart beta et la diversification. C'est quoi les smart beta? C'est justement les facteurs qui font gagner les sociétés à long terme. Ça veut dire que si on compare l'indice des références SP500 avec un indice SP500 où on va considérer qu'il y a des sociétés, par exemple, qui possèdent une santé financière plus élevée, donc ces facteurs-là qu'on appelle des qualités, donc les sociétés des qualités vont performer un peu mieux que les SP500 des bases. Donc c'est ça l'étude du smart beta. C'est essayer de trouver des variables qui vont performer mieux que l'indice des références à long terme. Et donc, certains facteurs du Smart Beta sont aussi certains facteurs de diversification. Donc, on va commencer avec la définition du Smart Beta, qui c'est un concept diffusé par Eugène Fama, qui c'est un prix Nobel d'économie, dont il explique qu'il est très difficile de battre les marchés. Par contre, il a trouvé quelques variables, quelques facteurs en fait, qui vont aider les sociétés à battre les marchés. Donc, les smart beta, les principaux sont la capitalisation et la taille. Donc, les petites capitalisations ont la tendance de battre les grandes capitalisations à très long terme. Les sociétés value, les sociétés qui sont sous-cotées par rapport à la moyenne du marché sont des sociétés qui ont la tendance de battre les marchés aussi. Les momentum ou les timings des sociétés avec forte tendance, donc les sociétés qui ont eu des résultats financiers très élevés les derniers semestres, ont la tendance de continuer à performer bien les prochains semestres aussi, mais ça demande plutôt un management plus actif d'un portefeuille. C'est pour ça qu'on verra en détail, mais je recommande plutôt d'utiliser les momentum avec des ETF. Il ne faut pas essayer de faire les momentum par soi-même en achetant en direct les sociétés. Et après, on verra aussi les facteurs qualité des sociétés, donc avec un bon management, un bon produit, une bonne politique, des qualités, une santé financière très élevée. Donc, on va commencer avec une petite introduction. L'investisseur intelligent souhaitera diversifier son portefeuille pas seulement par rapport aux critères géographiques, mais aussi par rapport à quelques critères Smart Beta. Si c'est le cas, c'est juste un conseil que vous pouvez utiliser pour encore chercher des rentabilités plus élevées. Okay? Donc, de cette manière, vous pouvez diversifier par rapport à la capitalisation, surtout. Vous pouvez choisir un ETF ou choisir des petites sociétés pour mettre dans les portefeuilles. Vous pouvez avoir des sociétés sous-cotées en choisissant par soi-même ou avec un ETF. Et aussi, vous allez trouver des ETF momentum, ok? Donc, les sociétés des fortes tendances. C'est beaucoup mieux d'avoir dans un ETF. Car on a déjà vu que faire les timings des sociétés dans les marchés, c'est très complexe. Mais si on a des règles bien établies avec un momentum, vous avez déjà vu que les performances des ETF momentum, c'est plus élevé que celles normales. Comme par exemple les World, les mondes momentum versus les World normales. On a vu que les World momentum, donc c'est un facteur important. Il est plus gagnant à long terme. Ok? Donc, on va commencer avec les critères de capitalisation. Donc, c'est les facteurs taille. Donc, quelques explications qui justifient l'effet que les petites et moyennes sociétés vont surperformer à long terme les marchés. Donc, le potentiel de croissance est beaucoup plus élevé. Un marché moins suivi par des investisseurs. Donc, les marchés des small cap, il y a beaucoup moins d'analystes qui regardent les marchés. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver des arbitrages. Un manque d'intérêt des fonds d'investissement à cause de la liquidité. Imaginez un fonds d'investissement qui a 50 milliards d'euros. Ils ne veulent pas acheter une partie d'une société qui vaut 50 millions parce que s'ils vont acheter déjà 2-3 millions de cette société, ils vont devenir presque directeurs de la société. Donc, ils ne sont pas intéressés et c'est beaucoup plus difficile de négocier l'achat et vente rapide d'une petite société pour un fonds d'investissement qui a beaucoup d'argent investi. Il y a un nombre plus élevé des petites sociétés que des grandes sociétés. Bon, les CAC 40, déjà, ce sont 40 grosses sociétés de marché français, mais il y en a beaucoup plus de petites sociétés sur le marché français, par exemple. On a aussi la tendance de la majorité d'investisseurs d'investir sur des sociétés très connues comme Total, Air Liquide, Orange, Danone, etc. Donc, la grosse majorité des petites capitalisations sont négligées. Donc ici, vous pouvez voir la rentabilité de SP500 versus les Russell Mid Cap versus les Russell 2000 qui c'est l'indice Small Cap de marché américain. Donc on a ici la tendance de 1999 jusqu'à 2019, donc 20 ans d'horizon d'investissement. Donc vous voyez que pendant toute cette période des 20 ans, les mid et small cap ont très performé les marchés classiques de SP500. Regardez que depuis les années 2008, depuis la crise qu'on a eue en 2008, les mid-cap, donc les sociétés moyennes aux États-Unis, ont surperformé même les petites capitalisations. Ça, ce n'était pas quelque chose de prévisible, mais la crise 2008 a fait beaucoup de mal pour les petites sociétés aussi, mais celles qui étaient au milieu, pas des grosses capitalisations et pas des petites capitalisations, ont très bien performé aussi. Okay? Donc ici, on a la rentabilité moyenne
entre 1987 et 2017, donc 30 ans d'horizon d'investissement. Vous voyez qu'entre 1991 et 2001, les small cap ont une rentabilité annualisée d'environ 8-9%, pendant que les marchés des grandes capitalisations ont eu en fait une rentabilité annuelle qui a varié entre 3 et 6%. Ensuite, avec la crise de la bulle de l'Internet de 2001, la rentabilité des petites capitalisations a chuté, mais sont arrivées dans les niveaux des grandes capitalisations. Ensuite, après la chute de 2001, les small caps ont commencé à surperformer à nouveau, donc des rentabilités annualisées moyennes plus élevées. Avec la chute de 2008, les small caps ont beaucoup souffert à nouveau. Et depuis 2010, les small caps surperforment les marchés d'environ 1,5-1,6% par an, ce qu'à long terme fait une grosse différence. Donc ici, vous voyez les marchés américains divisés en 10 catégories. Ça veut dire en fait qu'ils ont divisé les marchés américains en 10. Donc les 10 premiers pourcents, la première barre que vous voyez à gauche, c'est celle des grosses capitalisations. Et celle à droite, la dernière, c'est où sont les plus petites capitalisations. Okay? Donc vous voyez que la rentabilité moyenne du marché américain, il reste entre 10 et 13% pour l'S&P 500. Une fois qu'on commence à diminuer la taille des sociétés, la rentabilité moyenne annualisée, donc vous voyez que les Russell 2000 Index et les DFA Small Cap Strategy, donc ce sont des stratégies, des index, des indices de marché des small cap, ont performé beaucoup mieux que l'indice de S&P 500. Okay? Donc, il y a certaines périodes dont les blue chips performent mieux que les small caps, surtout entre 2014 et 2018 par exemple, même que les small caps battent les blue chips dans les grandes périodes des temps. Donc, ça veut dire que dans des périodes de 10 ans, 15 ans, 20 ans, un portefeuille de small caps bien diversifié a la tendance de battre les grosses capitalisations, mais il y a des périodes comme celle de 2014 à 2018, ce n'était pas le cas. Les grandes capitalisations ont performé beaucoup mieux. C'est justement pour ça qu'en 2018, les small caps étaient tellement sous-cotés. C'est quand je commençais à investir plutôt dans les small caps dans les marchés européens. Vous connaissez mon portefeuille, mes choix des small caps que j'ai déjà montré, et il bat largement les marchés français. Donc un mélange de capitalisation dans les portefeuilles est bénéfique au sens que les performances vont diminuer la volatilité, donc avoir un peu des petites capitalisations et un peu des grandes capitalisations, ça peut aider à profiter de toutes les périodes de marché. J'ai une invitation pour vous. Dans les dates affichées ici, vous allez avoir accès à un événement 100% gratuit et 100% en ligne où vous allez apprendre étape par étape comment atteindre la liberté financière jusqu'à 4 fois plus vite en échange de quelques minutes par mois. Cette méthode permet d'accélérer la liberté financière et aussi avoir un complément de retraite en forme de rente passive. Si vous voulez apprendre à accélérer votre indépendance financière avec les moindres risques et de manière honnête, ça c'est l'événement fait pour vous. Cliquez sur les boutons ou les liens affichés ici maintenant pour faire votre inscription. Donc, un deuxième facteur qui bat les marchés, c'est la valorisation. Acheter des sociétés sous-cotées va battre les principaux indices de marché. Donc, société value, elle est mal valorisée par rapport aux marchés. Donc, en termes de bénéfices produits. Les sociétés appelées plutôt growth, c'est des croissances, sont opposées à les stratégies value. Dans les stratégies growth, on va essayer d'acheter des sociétés à croissance qui sont surévaluées par rapport aux marchés, comme Tesla, Amazon, Google. Et donc, ce sont des sociétés survalorisées où l'attente des bénéfices est très élevée. Les sociétés de croissance, la difficulté d'acheter des sociétés comme ça, c'est que les sociétés à croissance, elles ne restent pas en croissance pendant longtemps. Et donc, on doit tourner beaucoup plus les portefeuilles, changer beaucoup plus les actions du portefeuille. Par contre, les sociétés value, si elles sont sous-cotées, on va rester avec les sociétés pendant les périodes qu'elles sont sous-cotées. Au moment qu'on estime qu'elles sont évaluées à la juste valeur, on peut changer pour des autres sociétés value dans les portefeuilles. Donc ici, vous pouvez voir les indices. Dans la première ligne, on a par exemple e-standard, ça veut dire l'indice principal. Donc pour les USA, les États-Unis, c'est les S&P 500, pour la France, les CAC 40, le Royaume-Uni, l'FTSE, les Japon, les Nikkei et les émergents MSCI. Donc dans la première ligne, on a les principaux indices de marché et c'est quoi en fait la rentabilité moyenne annualisée. Donc si vous voyez dans la deuxième ligne, c'est comme si on va sélectionner seulement les sociétés sous-cotées par rapport à l'indice de référence de chaque pays. Vous voyez que si on prend les sociétés value sous-valorisées sur le marché américain, la rentabilité annuelle ne bat pas l'indice classique de S&P 500. Mais sur le marché français, si on choisit des sociétés sous-évaluées, on va arriver à battre l'indice de référence car on va faire dans la moyenne 8,5% contre 7,1%.
Sur les Royaume-Uni, la rentabilité, c'est plutôt la même. Sur les Japon, la rentabilité de société value, elle est double de celle de l'indice des références. Les marchés japonais ne performent pas bien depuis les années 90, après la grosse bulle qu'ils ont vécue. Et sur les marchés émergents, les sociétés value performent un peu mieux que l'indice classique. Mais si on regarde les small cap de chaque pays, vous allez voir que si on mélange les critères taille et valeur, on va être beaucoup plus gagnant que la moyenne de marché. Donc sur le marché américain, les small value, ça veut dire si on achète des petites capitalisations sous-valorisées par rapport à la moyenne de marché, on va largement battre les marchés. En France, pareil, Royaume-Uni, la même chose, au Japon, la même chose, et sur les pays émergents, la même chose. Donc ici, dans cette tableur, on a de 1916 jusqu'à 2016, donc 20 ans d'horizon d'investissement. Vous allez trouver les mêmes résultats si on regarde sur les périodes des 40 ans. Donc attention maintenant, les facteurs valorisation est particulièrement important dans l'univers des petites capitalisations. Si vous voulez acheter des petites capitalisations par vous-même, c'est toujours mieux d'acheter des sociétés sous-cotées. Ça montre que cette philosophie d'investissement est très gagnante à long terme. Acheter des petites capitalisations surévaluées, ce n'est pas un bon business à long terme. Pour les leaders de marché, ils sont aussi très sensibles à la valorisation. On a déjà parlé de ça dans un live. Donc, les sociétés qui sont sous-cotées par rapport à la moyenne de marché, même pour les leaders de marché, elles ont la tendance de performer beaucoup mieux que les restes du marché. Donc, cette philosophie d'investissement de trouver des sociétés valeurs, c'était diffusé par Benjamin Graham. C'était les professeurs de Warren Buffett. Et donc, c'était son stratégie qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Donc, la valorisation est plutôt sensible aux petites capitalisations et les leaders de marché. Leaders de marché, ça ne signifie pas des grandes sociétés, mais vraiment les leaders de marché, la plus importante des grosses capitalisations, chacune de son secteur. Un troisième facteur, c'est les facteurs momentum. Donc, les momentum, un facteur qui joue sur la tendance d'une action. Donc, si la société a performé bien dans les courts termes passés, les derniers semestres, elle a la tendance de continuer à performer mieux, mais c'est presque impossible pour un particulier, même pour un analyste, prévoir un panier géant d'actions qui ont bien performé les semestres passés, qui vont continuer à performer bien. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir un ETF avec des centaines, même milliers de sociétés qui respectent ces critères. Donc, il est plutôt dynamique. Une fois que les sociétés ont performé bien, elles sont placées dans les portefeuilles. Et donc, c'est dynamique. Il va changer les sociétés seulement quand elles arrêtent de performer bien. Elles vont être remplacées par des autres sociétés. On a déjà vu que depuis 2006, par exemple, l'indice des références World Momentum, donc les principales sociétés mondiales qui ont bien performé les derniers semestres, si on les place dans un portefeuille, on va avoir une tendance qui va battre l'indice classique du monde. Donc, le simple fait de mettre plus de poids sur les sociétés qui ont mieux performé les derniers semestres montre qu'on arrive à avoir un portefeuille gagnant, au moins qui va battre l'indice principal du marché. Les quatrièmes facteurs qui arrivent à battre les marchés, c'est les facteurs qualité. Donc, les facteurs qualité, elle est décrit comme un facteur qu'on va chercher des sociétés avec un return on equity très élevé, ça veut dire un retour sur le capital propre élevé, des sociétés avec debt to equity pas élevé, donc dette sur les capitaux propres pas élevé, et avec des rentabilités, des chiffres d'affaires avec une croissance estimée. Ça veut dire que ce n'est pas une montagne russe, l'estimation des chiffres d'affaires et des recettes de la société. Donc ici, vous pouvez voir un graphique qui montre l'SP 500 classique en rouge. Donc on va choisir que des sociétés, des petites capitalisations dans les marchés américains en vert. On va choisir des sociétés qui respectent les facteurs momentum en jaune et les facteurs qualité en bleu. Donc vous pouvez voir qu'entre 1994 et 2015, les facteurs qualité, les facteurs momentum, les facteurs taille ont battu largement l'SP 500 qui a très bien performé dans cette période. Donc, n'oubliez pas que l'indice américain, c'est un des indices qui ont très bien performé les 30, les 20 dernières années. Et donc, si on fait des choix avec des sociétés avec des facteurs qualité, si on achète des petites capitalisations ou si on achète simplement un ETF avec facteur momentum, on peut battre même l'indice américain. Donc, pour faire la conclusion, un portefeuille d'ETF bien diversifié ou des actions, il doit être diversifié géographiquement et sectoriellement. Normalement, quand on achète des ETF, on a déjà une bonne diversification géographique sectorielle. Évidemment que certains ETF sont très concentrés sur quelques pays, mais on va donc faire un mélange d'ETF justement pour pouvoir investir un peu plus sur des autres continents. Il y a des autres critères complémentaires que vous pouvez ajouter, mais ne sont pas obligatoires, mais vous pouvez avoir dans les portefeuilles, c'est avoir des sociétés qui sont un peu sous-cotées, surtout si vous allez avoir des petites capitalisations. Choisir aussi un ETF Momentum si vous voulez. Il y a des ETF Momentum pour les États-Unis, l'ETF Momentum Monde, l'ETF Momentum Europe. Donc vous pouvez faire un choix pour
un de ces facteurs-là. Et aussi les facteurs capitalisation, évidemment, les petites capitalisations ont la tendance de performer mieux à long terme. Donc voilà, ça c'est le résumé des principaux facteurs qui arrivent à battre les indices de référence dans les marchés. Il est toujours intéressant de penser acheter ou former un portefeuille avec quelques facteurs qui ont la tendance de performer même les marchés. C'est ça l'objectif de ceux qui vont choisir des sociétés indirectes ou même pour ceux qui investissent avec des ETF. Vous pouvez battre l'indice classique du marché par exemple en achetant quelques ETF Momentum ou des ETF de petite capitalisation. Okay? N'oubliez pas que les ETF Momentum et des petites capitalisations, même un portefeuille formé pour ces deux critères, ont la tendance de chuter beaucoup plus pendant les périodes de crise, mais pendant les périodes de hausse, vous allez avoir une hausse plus élevée normalement que la moyenne du marché.